Alors, un des piliers de la sécurité collective, c'est l'interdiction de la guerre, sauf dans les cas de légitime défense, qui est au cœur de la Charte des Nations Unies et qui est au cœur du droit international. Dans ce contexte-là, on voit bien que les acteurs sont hésitants à utiliser des formes classiques de guerre. Alors, on est dans des dispositifs où on va utiliser des formes de guerre asymétriques, des formes d'intervention ou de pression qui ne ressemblent pas aux guerres du 19e siècle ou même du 20e siècle, pour privilégier d'autres outils passant par des relais, des gens sans uniforme, ou en tout cas sans épaulettes signalant leur nationalité, pour pouvoir mener des opérations, même pas forcément toujours strictement militaires, afin de parvenir à des objectifs de puissance. Face à ça, que peut faire le système? Le système est en partie désarmé. Il y a des cas de figure assez différents. Face à un acteur non reconnu, une entité terroriste, un groupe séparatiste qui ne dispose pas d'un État, les choses sont relativement simples, parce que là, il est en dehors du jeu et donc il est a priori plus facile de mobiliser le système de sécurité collective. Ensuite, on a un État, on va dire, lambda du système international, qui se met en dehors du système parce qu'il se lance dans justement des opérations de guerre, ou parce qu'il massacre sa population, ou parce qu'il a des projets de prolifération d'armes de destruction massive. Et dans ce cas-là, il est relativement aisé, dès lors qu'il n'est pas protégé par l'une des grandes puissances, de mettre en place un système de coercition pouvant aller jusqu'à l'emploi de la force pour contenir et éventuellement résoudre la situation. C'est l'objet de l'ensemble des opérations de maintien de la paix ou de restauration de la paix avec des mandats des Nations Unies impliquant des organisations militaires comme l'OTAN ou d'autres. Enfin, le cas le plus difficile est les cas où les violations des principes de la sécurité collective viennent des États piliers de ce système, en particulier des membres permanents du Conseil de sécurité. Et là, on voit que, en particulier la Russie en Ukraine en ce moment, mais ça n'est pas le monopole de la Russie, ces pays peuvent par moments s'affranchir des principes de base en sachant qu'ils sont a priori à l'abri d'une sanction internationale, en tout cas fondée en droit et indiscutable, dans la mesure où leur droit de veto au Conseil de sécurité des Nations Unies les met à l'abri de la forme de sanction la plus légitime du système de sécurité collective. Ça ne les met pas forcément à l'abri d'autres formes de pression politique, économique, voire militaire, mais ça les protège, je dirais, et on touche là à une des limites manifestes du système de sécurité collective. Un autre exemple intéressant peut être celui de la Syrie, où on voit une multiplicité d'acteurs engagés dans un conflit qui ressemble avant tout à une guerre civile, mais où le régime de Bachar al-Assad reçoit le soutien direct de l'Iran, du Hezbollah libanais, et le soutien indirect et diplomatique de la Russie, qui lui permet de se maintenir, pendant que l'opposition au régime est partagée entre un camp plus modéré et des radicaux qui bénéficient sans doute de financements qui ne sont probablement pas étatiques pour mener ce conflit. Et il apparaît extraordinairement difficile de mettre tout ce monde-là autour d'une table pour trouver une solution politique. Et au contraire, on voit une situation dans laquelle les violations du système de sécurité collective dans ce conflit sont peu ou pas sanctionnées, y compris par exemple l'emploi de l'arme chimique, dont on sort par une négociation internationale qui va conduire au démantèlement de l'arsenal de Bachar, mais qui ne va pas subir de sanctions militaires pour l'emploi des armes chimiques contre sa propre population. Les sanctions internationales des violations de la sécurité collective sont un élément important du dispositif. Pendant très longtemps, on a pensé les sanctions comme étant symétriques. C'est-à-dire, vous envahissez un pays, vous serez à votre tour en guerre avec d'autres. C'était la logique des alliances qui a conduit à la guerre de 14, par exemple.
les menaces austro-hongroises sur la Serbie conduisent à la mobilisation russe qui, par le jeu des alliances, entraîne la mobilisation française, britannique, dès lors que l'Allemagne entre en guerre, viole la neutralité belge, etc. Donc là, on avait un système de sécurité collective dysfonctionnel et où finalement les alliances n'ont pas permis d'empêcher la guerre, mais au contraire ont accéléré le dispositif. Aujourd'hui, on voit que dans ces mécaniques de sanctions, on a une palette beaucoup plus large et où face à une agression militaire, on peut répondre par des sanctions politiques ou économiques. Quand l'Iran cherche à se doter de la bombe, on ne bombarde pas l'Iran, on lui impose un régime de sanctions lourd. Quand la Russie annexe la Crimée, on n'envoie pas, comme on l'avait fait au XIXe siècle, des troupes françaises et britanniques reprendre la Crimée de vive force. On impose à l'entourage de M. Poutine un certain nombre de sanctions personnelles, économiques, légales, hein, c'est des sanctions de l'Union européenne ou des États-Unis, parfois indirectes, la fin d'investissements en Russie, de partenariats avec des entreprises russes, qui vont peser demain sur l'économie russe. Donc on voit bien que l'idée de symétrie de la mécanique de sanctions, où à une action militaire répond une action militaire, ou à une dépression diplomatique répond une dépression diplomatique, ne va plus forcément de soi, et où le système de sécurité collective peut reposer sur des réponses asymétriques à des menaces qui elles-mêmes sont devenues asymétriques. Et c'est là que finalement on voit que ce système s'est, avec le temps, sophistiqué pour devenir beaucoup plus subtil dans la gestion des crises internationales et beaucoup moins binaire entre la paix et la guerre, la violence et l'absence de violence, mais bien avec toute une mécanique de régulation qui permet des réponses très différenciées face à une situation de crise donnée. Alors, dans un monde où les rapports de force demeurent et où, au fond, le narratif de la postmodernité ne l'a pas emporté, on voit que ce rapport de force prend des formes différentes. Ce n'est pas simplement le nombre de chars ou d'armes nucléaires, c'est aussi des rapports de force économiques entre des pays qui vont livrer du pétrole ou du gaz et qui ont cette arme à leur disposition. On voit comment la Russie a pu l'utiliser non seulement vis-à-vis de l'Ukraine, mais même vis-à-vis des Européens qui sont ses principaux clients. Et inversement, on voit comment les pays occidentaux qui sont encore au cœur du jeu de la mondialisation économique savent utiliser les sanctions économiques pour isoler, contraindre, sanctionner un pays qui se met en dehors du système international, en dehors des grands principes de la sécurité collective. Ça a été le cas avec l'Iran, par exemple. Mais on est bien dans un jeu où chacun a de ses leviers et où ces leviers ne sont pas l'apanage d'un seul acteur. Et donc on est dans ce jeu perpétuel où, si les rapports de force demeurent, leur usage est régulé par le droit, par le système de sécurité collective, mais régulé aussi par les faits, c'est-à-dire le fait qu'on est dans un monde globalisé, interconnecté, où aucune décision, ou peu de décisions en tout cas, peuvent être prises impunément. On voit bien que la régulation des crises est un exercice de plus en plus périlleux et que l'usage de la force pour réguler ces crises ne se traduit pas toujours par des résultats positifs. En même temps, on est dans un dispositif dans lequel les pays qui font l'effort de réguler ces crises, que ce soit par leur diplomatie, que ce soit par le recours à des outils économiques de pression, de sanctions, ou que ce soit parfois par l'emploi de la force, sont assez rares et se situent pour l'essentiel dans le système occidental. Ça peut être les États-Unis et leurs alliés européens et quelques autres pays comme l'Australie par exemple. Dans ce système-là, moi j'ai quand même, in fine, une préférence pour ceux qui essayent
de régler les crises par rapport à ceux qui tirent profit de l'inefficacité relative du système de sécurité collective. Et je pense qu'il est important, si on ne veut pas revenir en arrière dans un ordre beaucoup plus anarchique et vraiment dominé par les rapports de force politiques, économiques et militaires, de conserver une architecture légitime et la volonté de préserver cette architecture pour s'assurer que l'anarchie ne prévale pas dans le système international.